Bonjour et bienvenue dans l'émission du Monde de demain, émission consacrée à l'industrie genevoise. Ce mois-ci, nous nous intéressons aux robots dans l'industrie et comment ils partagent notre quotidien. Alors, votre collègue s'appelle R2D2, il facilite votre travail. Les robots sont désormais bien une réalité. Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Derrière ces halles industrielles de Plan-les-Ouates, qui se douterait que l'on conçoit les pièces de moteur de nos avions de ligne? Spécialisé dans l'usinage aéronautique et de turbines, Jean Gallet SA, forte de 200 collaborateurs, s'est aussi doté de robots. Ces engins secondent les ouvriers en effectuant des tâches précises et répétitives. Le robot est utilisé avant tout pour réduire aussi les coûts et rester compétitif. Et la force du robot, c'est d'avoir une répétabilité parfaite, sans dérive dans le temps. Du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, le robot va réaliser les mêmes mouvements avec une précision parfaite de l'opération qu'il a réalisée. Selon Nicolas Lavarini, les employés n'ont aucune raison de voir les robots comme des intrus. Leurs compétences métiers évoluent même vers plus de valeur ajoutée. Le robot, il ne faut pas en avoir peur, c'est simplement une machine qui a une taille humaine, c'est peut-être ce qui effraie les gens à premier abord, mais ça reste, je dirais, une évolution. Jean Gallet possède en fait 4 types de robotique. Rayon X, projection thermique, scanning de contrôle et désormais cobotique. On a récemment investi dans ce qu'on appelle un cobot, donc c'est un robot collaboratif qui, lui, va pouvoir travailler plus au niveau des équipes, donc avec des vitesses de mouvement plus réduites, donc moins dangereuses pour les collaborateurs, mais qui va être plus adapté pour des opérations très manuelles. Dernière acquisition en date, Aliena, que l'équipe recherche et développement finit de mettre au point. Ça consiste à prendre les douilles ici, à les poser sur la pièce et ensuite les pointer avec des billes d'1 millimètre de diamètre. Donc c'est des opérations quand même très fines et très complexes. Ce que les opérateurs font naturellement très facilement, ça peut être compliqué des fois pour robotiser. La formation continue et la venue de jeunes passionnés sont devenus incontournables. L'EPIA est d'ailleurs partenaire de ce projet qui ravit l'un de ses étudiants, Luc Riedhauser. Je pense que c'est surtout le fait d'être au plein cœur de l'innovation, avoir un petit bagage d'étudiants et tout d'un coup se retrouver dans un projet qui est très innovant pour l'entreprise. C'est assez génial, Ce système collaboratif sera encore développé au sein de l'entreprise qui doit rester compétitif face à la concurrence internationale. Mais la robotique n'a pas sa place que dans l'industrie lourde. Au milieu des salles d'opération des hôpitaux universitaires de Genève, 2 robots Da Vinci sont utilisés depuis quelques années. Un bijou de technologie devisé à 1,5 million de francs l'unité. En clair, le chirurgien, assis à une console, manipule des joysticks pour diriger les 4 bras articulés de la machine, introduits directement dans le patient. C'est comme une paire de jumelles. Grâce à une caméra à double optique, le chirurgien dispose d'une vision tridimensionnelle, éliminant tout mouvement parasite. Rien à voir avec ce qui se faisait il y a quelques années encore. Avec nos baguettes chinoises qu'on tenait avec les mains, notamment pour faire des sutures ou pour aller dans des endroits difficiles à atteindre, ça devenait de plus en plus malaisé. Et ce que ce robot nous permet de faire, c'est d'aller dans des endroits difficiles à atteindre et d'y faire des sutures délicates. Autre avantage du Da Vinci, réduire les complications post-opératoires pour le patient, ce qui raccourcit la durée d'hospitalisation. C'est surtout pour le patient un gain de plus courte durée de séjour, parce que tout le but de la chirurgie mini-invasive, ça a été de diminuer la durée de séjour du patient et de diminuer la taille des incisions et les douleurs qu'elle générait. En plus du service d'urologie, la chirurgie viscérale a été métamorphosée par l'arrivée de ce précieux assistant. Finalement, ce n'est pas des robots, c'est des bras télémanipulateurs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une intelligence qui leur est propre, ce n'est pas eux qui décident. C'est le chirurgien qui est toujours en charge du patient. Le bras télémanipulateur est là pour améliorer les performances du chirurgien, être plus précis. On arrive à mieux appréhender notre localisation dans le ventre du patient et aussi à réaliser des gestes avec plus de précision grâce à la profondeur de champ qu'on peut avoir et arriver à naviguer, entre guillemets, à l'intérieur du champ opératoire de manière beaucoup plus précise. Peut-on aller plus loin encore pour améliorer les opérations chirurgicales ? Le professeur Christian Tozo en est convaincu. Les robots du futur seront probablement plus petits que ceux-là, arriveront pour certains à travailler à travers un orifice plus petit, unique, pour rentrer à l'intérieur du
du ventre du patient. Et puis on peut imaginer que certains des robots auront aussi des connectivités plus grandes, arriver à parler entre eux, à communiquer entre eux. Et au-delà de l'amélioration mécanique du travail qu'on peut faire, peut-être apporter une intelligence supplémentaire pour aider le chirurgien à prendre des bonnes décisions et à faire une opération adéquate. En 2017, les HUG ont réalisé 2500 opérations robotisées. Les principales cliniques privées genevoises, près de 3800. Des machines devenues indispensables pour que Genève reste à la pointe et développe encore son savoir-faire. Nous recevons ce soir 2 spécialistes du sujet. Xavier Auberson, professeur de droit fiscal à l'Université de Genève, et Simon Siggen, vice-président des opérations chez LEM et président de l'UIG. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Simon Siggen, vous avez implémenté des robots au sein de l'entreprise LEM. Ça a été bien accueilli ? Nous avons implanté maintenant depuis une vingtaine d'années des dizaines et des dizaines de robots qui ont été très bien accueillis, qui sont intégrés dans des chaînes de fabrication et qui font partie de notre quotidien. Comme ça a été souligné dans votre sujet, ces robots servent à 3 raisons principales. Réduire les coûts, c'en est une, mais aussi réduire la pénibilité des activités, par exemple dans le travail de nuit, qui peut être automatisé. Et une 3e raison qui est souvent oubliée, qui est la qualité du travail, la précision et sa répétabilité. Par exemple, dans le domaine de l'électronique, où on produit des millions de pièces avec des défauts proches de zéro, on ne pourrait pas le faire sans robot. Professeur Auberson, les robots dans l'industrie, c'est maintenant. Qu'est-ce que ça change ? Alors, ça change en ce sens que de plus en plus des activités sont remplacées par des robots. Alors, pour l'instant, c'est plutôt même une très bonne chose, parce qu'on voit des activités pénibles, voire même dangereuses. Par exemple, à Fukushima, vous avez des robots qui vont tester le degré de radioactivité de la mer. Donc, c'est tout à fait intéressant. Le problème, c'est qu'à terme, avec le développement de l'intelligence artificielle, on va passer à des robots qui seront pas seulement des machines, comme ça a été présenté ici, mais qui vont être intelligents, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à prendre des décisions par eux-mêmes et apprendre et peut-être finalement remplacer même le cerveau humain. Donc on va commencer, ce qui commence très timidement, à les utiliser dans le domaine des services. Et donc si cela arrive, et ça va très vraisemblablement arriver, on ne sait pas exactement quand, là on va avoir un problème, c'est-à-dire qu'il y a le risque qu'il y aura bien sûr des nouvelles places de travail qui vont apparaître, peut-être même en grande quantité, mais on craint qu'il y a énormément de places de travail qui vont disparaître. Et donc la grande question, c'est est-ce qu'il y aura suffisamment de nouvelles places pour compenser les pertes massives qui sont prédites dans les activités peut-être manuelles ou plus répétitives, mais à terme, toutes les activités. Donc on entend de plus en plus parler de taxation des robots. Concrètement, comment on met une telle mesure en place ? Donc, une des idées, alors il y a bien sûr c'est très controversé, mais une des idées, c'est que si ce scénario pessimiste, bien sûr, se produit, il faudra bien trouver des mesures de compensation. Parce que le problème, c'est que si le travail disparaît, il faut savoir que le travail, c'est des salaires. Or, les salaires financent toute la sécurité sociale, financent des infrastructures. Et d'ailleurs, dans certains États, par exemple les États-Unis, la base imposable principale, c'est le travail. Donc, les États vont se trouver avec des grands problèmes de financement, notamment la sécurité sociale. Et donc, l'idée, c'est de trouver une nouvelle base imposable qui pourrait être l'activité des robots, un peu comme si on assimilait à ce moment-là le travail des robots à un travail humain. Et on va donc taxer ce travail selon des modalités qu'il faudra mettre en place. Il y a plusieurs idées qui circulent et qui servira du coup à financer par exemple la sécurité sociale ou des mesures peut-être de formation aussi pour les employés qui auraient perdu leur emploi. On estime que 52% des tâches répétitives vont être remplacées par des robots en 2025 et que 58 millions de nouveaux emplois vont être créés dans les prochaines années. Comment on gère cette phase de transition, Simon Siggen ? C'est une grande question. Comment est-ce qu'on va gérer cette phase de transition ? Effectivement, on voit dans le domaine des services déjà apparaître, par exemple dans le domaine du journalisme, les grandes compagnies d'information qui sont Reuters ou Bloomberg se font la guerre à l'intelligence artificielle pour vous fournir des
des dépêches directement traitées automatiquement. Donc on voit maintenant ces avancées d'une manière très concrète et je pense qu'il est temps de se poser un certain nombre de questions sur, par exemple, la valeur du travail et la place du travail dans notre société, parce qu'aujourd'hui le travail, c'est pas seulement un revenu, c'est aussi une position sociale, c'est aussi la nourriture de l'estime de soi que l'on a, de la dignité, et probablement si le travail disparaît, l'on n'aura pas seulement un problème de financement, mais également un problème sociétal. Et il est temps d'y penser sérieusement. On a eu des débats en Suisse autour du salaire inconditionnel de base, et je pense que ce débat-là était un peu avant-gardiste, mais finalement il était tout à fait pertinent. Un mot sur la question ? Oui, je vais exactement dans la même direction. En réalité, on pourrait même imaginer, peut-être ce sont un peu les utopistes, un avenir plutôt même favorable. Ça veut dire qu'on doit revoir la place du travail dans notre vie. Mais si véritablement le travail commence à disparaître ou à être restreint, finalement, c'est l'occasion pour les êtres humains de développer des autres facettes de leur personnalité, une facette artistique, philanthropique, l'aide des autres, mais on a bien sûr ce problème de financement qui pourrait être donc la taxation des robots et du coup peut-être un revenu minimum. Et vous avez cette idée qui est en train de revenir sur le devant de la scène, qui a été aussi tentée récemment en Finlande, avec des essais, avec des résultats pas très concluants. Mais c'est vrai qu'il faut redéfinir peut-être la place de l'être humain dans la vie par rapport au travail et valoriser des activités différentes que celles simplement de l'activité lucrative traditionnelle. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.